Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans cette émission spéciale consacrée aux évolutions sociales et sociétales qu'a connues le Maroc depuis 1999. 20 ans de règne et autant de grandes réformes. Ces réformes réalisées sous la conduite du roi Mohamed VI ont fait du Maroc d'aujourd'hui un Maroc fort avec la contribution de toutes les composantes de la société au développement socio-économique. Le royaume s'est inscrit durant les 2 dernières décennies dans un projet sociétal moderniste empreint des valeurs de démocratie, de pluralisme et de consécration des droits économiques et sociaux. Un projet mené en parfaite harmonie avec les référents de l'identité marocaine. Aujourd'hui, il est difficile d'évoquer l'action sociale du souverain sans parler de l'INDH ou du travail de la Fondation Mohamed V pour la solidarité et des efforts pour donner à la femme marocaine toute la place qui lui incombe dans notre société. Durant cette émission, nous parlerons de l'attention particulière donnée par le souverain à la communauté marocaine résidant à l'étranger, ces Marocains du monde qui ne cessent de contribuer au développement du pays. Et puis nous reviendrons sur les multiples actions réalisées au profit des personnes aux besoins spécifiques. Ce sont des repères incontournables dans la politique du développement humain au Maroc. Mais on ne peut évoquer ces repères sans se projeter dans l'avenir. Et l'avenir de ce pays, c'est bien entendu sa jeunesse. Depuis son accession au trône, le roi Mohamed VI a mis en avant sa vision pour la jeunesse marocaine, en faire un acteur clé pour le développement du pays. La fête du trône est donc une occasion singulière pour s'arrêter sur l'émancipation des différentes composantes de la société marocaine. Alors pour en parler avec nous, sur le plateau de Médien TV, Nouza Sqelli, ancienne ministre du Développement social et présidente de l'association Awel Houriyet. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation, Madame Sqelli. Redon Faddel, ancien Marocain résident à l'étranger, chef d'entreprise et fondateur du think tank Societis. Bonjour Mélinda, merci pour l'invitation. Et puis Hakim Smami, président fondateur de l'association Jeunes Leaders Marocains. Merci d'avoir accepté vous aussi notre invitation. Merci beaucoup. Alors, avant d'entamer la discussion, Zineb Messari revient sur les grands chantiers qui ont permis de donner à la société marocaine un nouveau visage. On regarde. La réforme du Code de la famille a été l'un des plus grands chantiers sociétaux initiés par le souverain. Ce nouveau Code de la famille a considérablement amélioré les conditions de vie des femmes au Maroc avec la mise en place de la co-responsabilité des conjoints, la fin de la tutelle matrimoniale, une restriction majeure de la polygamie ainsi que l'augmentation de l'âge minimum légal du mariage. L'élimination de la pauvreté, de la précarité et de l'exclusion est l'une des grandes préoccupations du règne du roi Mohamed VI. Autre préoccupation majeure, le développement humain. Lancée en 2005, l'Initiative nationale pour le développement humain vise à améliorer l'ensemble des paramètres de l'indice de développement humain, à savoir le niveau d'éducation et le niveau de vie. L'initiative a mobilisé des fonds importants, que ce soit au niveau de l'État ou des collectivités territoriales qui y ont activement contribué. Autre instrument de lutte contre la pauvreté et qui bénéficie du statut consultatif spécial auprès du Conseil économique et social de l'Organisation des Nations Unies, la Fondation Mohamed V pour la solidarité. Elle opère sur plusieurs axes d'intervention, de l'humanitaire au développement durable en passant par l'assistance aux populations en situation précaire et le soutien aux associations. La Constitution de 2011 accorde une importance primordiale à la question des personnes aux besoins spécifiques tout en veillant à lutter contre la discrimination liée au handicap. Dans ce sens, la Fondation Mohamed V pour la solidarité a réalisé le Centre national Mohamed VI des handicapés à Salé. Ce projet est conçu comme une structure multifonctionnelle au service des personnes ayant des besoins spécifiques en concertation avec le département de la santé, celui chargé des personnes handicapées et les acteurs institutionnels et associatifs concernés. Une attention particulière a également été accordée à la communauté marocaine résidant à l'étranger. À chaque occasion, le souverain ne manque pas d'ailleurs de réaffirmer la pleine citoyenneté des Marocains
du monde. Le roi Mohammed VI s'est également intéressé aux conditions difficiles des membres de cette communauté résidant dans des pays touchés par la crise économique. Le chef de l'État a également poussé toute la société marocaine à prendre conscience de ces jeunes et à les prendre en compte pour en faire un acteur clé en encourageant les nouvelles compétences des jeunes et en balisant les perspectives pour les plus performants afin de les intégrer dans les nouvelles dynamiques économiques. Pour le souverain, les questions de la jeunesse ne se limitent pas au seul domaine de la formation et de l'emploi. Elles recouvrent également d'autres champs conceptuels comme l'ouverture d'esprit, l'épanouissement intellectuel et le bien-être physique. Difficile donc de ne pas faire le lien avec la décision d'instaurer un service militaire pour les jeunes Marocains, hommes et femmes. Alors on l'a vu, de multiples actions ont été entreprises durant les 20 ans de règne du roi Mohammed VI pour le bien-être et le vivre ensemble des Marocains. Alors tout d'abord, une question générale à chacun d'entre vous. Tout d'abord à vous, Nouza Srli. Vous qui avez été de 2007 à 2011 ministre du Développement social, de la Famille et de la Solidarité, vous avez justement suivi de près l'évolution de la société marocaine. Quel regard portez-vous sur ces changements depuis 1999 ? Bien, écoutez, ce que je voudrais dire, c'est que d'abord, Sa Majesté le roi Mohammed VI, quand il est arrivé sur le trône, il est arrivé avec une vision démocratique, avec un engagement citoyen extrêmement fort et avec une sensibilité vraiment exceptionnelle sur les questions de promotion de toutes les composantes fragiles de la société. N'oubliez pas que dans son premier discours en 1999, Sa Majesté avait fait allusion directement à la situation des femmes en disant « La société ne pourra pas avancer si les femmes si on ne prend pas en considération les droits de cette composante de la population que sont les femmes et qui ont des talents extrêmement importants. » Bon, je ne cite pas exactement les paroles, mais le contenu. Mais il n'y a pas que ça, il y a sur beaucoup d'autres domaines, que ce soit les personnes en situation de handicap ou tous les domaines qui ont été cités, et pour ne citer que les plus voyants, la question des détenus. Qui s'était jamais préoccupé de la situation des jeunes détenus? C'était la première fois qu'on voyait au plus haut niveau de l'État un intérêt pour cette population qui a fauté mais qui doit être réhabilitée. Il en va de même pour les jeunes d'une façon générale, pour les Marocains du monde, pour les mères célibataires, pour toutes les composantes fragiles de la société. Il y avait un très très fort engagement. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que la Constitution de 2011, en vérité, elle exprime la vision de Sa Majesté le roi. Sa Majesté a été à l'origine, il a dirigé ce grand chantier de réforme de la Constitution. Impulsé. Il a impulsé, avec bien sûr la participation de toutes les composantes de la société. Il a joué un rôle leader, il y a exprimé sa vision qui fait qu'aujourd'hui la Constitution, on la considère comme une véritable charte des droits humains et des libertés. Maintenant, le problème, c'est la citoyenneté, c'est la mise en œuvre de cette Constitution qui nécessite une citoyenneté qui n'a pas toujours été au rendez-vous. Et moi, j'ai à présent à l'esprit des discours aussi bien en 2015 qu'en 2016, en 2015 le 20 août et en 2016, juste avant les élections, dans lequel il y avait un vibrant appel de Sa Majesté à voter pour qu'on ait des élus à la hauteur de cette vision royale qui correspond à la vision de la société marocaine, disons des composantes les plus engagées de la société. On va y revenir tout à l'heure. Je me tourne vers vous, Redouane Faddel. Vous avez grandi en France. Vous êtes arrivé au Maroc en 1999. Donc, il y a 20 ans, vous connaissiez d'abord le Maroc, si je puis dire, des vacances. Quel regard portez-vous aujourd'hui, justement, sur la société marocaine d'aujourd'hui ? Le Maroc a connu des changements profonds, socio-démographiques, économiques, sous l'impulsion de Sa Majesté. Et effectivement, au-delà des infrastructures nouvelles, ports, aéroports, routes, adduction en eau potable, électricité, etc., qui ont permis l'amélioration des conditions de vie des Marocains en milieu urbain ou rural, il y a eu des changements profonds qui ont été impulsés sur le plan sociétal. Et c'est vrai que, comme le disait Mme Nouza Srli, sur le plan de l'équité et de la justice sociale due aux femmes, à la jeunesse, aux populations en situation précaire,
il y a eu des modifications transversales qui ont impacté tous les codes, que ce soit le code pénal, le code civil, le code de la famille, le code de la nationalité. Et tout cela, effectivement, a été porté par Sa Majesté, qui a été visionnaire, qui a eu une démarche pertinente, affirmée, construite dès le départ. Et Michel Crozier, qui était sociologue, un sociologue français, disait qu'on ne pouvait pas changer la société par décret, mais qu'on pouvait impulser, faire bouger les lignes, et c'est ce que Sa Majesté a fait. Un diplomate récemment me disait qu'à l'instar de Blum, Jean Jaurès, ou même de Gaulle, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, à l'image aussi de John Kennedy qui lance la nouvelle frontière avec le bouleversement sur le plan des droits sociaux et des droits civiques, Sa Majesté a complètement révolutionné le Maroc, le regard que les Marocains pouvaient avoir sur leur pays, de l'étranger également. A changé véritablement aujourd'hui. Exactement, le regard que les étrangers pouvaient avoir sur le Maroc, sur les conditions d'investissement, sur les réformes sociétales, le droit de la femme, la vision de l'islam du juste milieu. Et tout ça, c'est quelque chose qui a été fait en l'espace de 20 ans. On ne se rend pas compte, mais 20 ans à l'échelle d'un pays, c'est tellement peu. Et pourtant, en 20 ans, le Maroc a un visage complètement nouveau et a une image complètement remodelée, revigorée et complètement optimiste, à l'image de cet attrait des investissements étrangers au Maroc. Grâce à tous ces projets justement qui ont été réalisés et des projets qui sont encore en cours de réalisation. Alors, je me tourne vers vous, Hakim Smami. Vous êtes acteur associatif depuis plusieurs années. Quel regard vous portez sur les progrès justement qui ont été réalisés? Comment vous percevez les acquis engrangés justement à travers le projet sociétal mené par le souverain? Beaucoup de points positifs. Je me rappelle à l'âge de 15 ans où je me disais quand est-ce que j'aurai l'occasion de quitter le pays, pour être sincère. Et depuis, beaucoup de changements et beaucoup d'optimisme qui s'est installé dans ce pays, dans notre pays. Et je trouve ça juste extraordinaire avec le règne de Sa Majesté. On a vu beaucoup de changements dans notre pays, beaucoup de projets, beaucoup de chantiers qui se sont développés. Et aujourd'hui, on a espoir en notre pays, on a foi en l'avenir. Et je pense que c'est quelque chose de très important. Alors, on ne peut pas parler, bien entendu, d'évolution de notre société sans parler d'un des piliers de la société, justement, et c'est la femme. Les femmes sont parmi les moteurs, sont un des moteurs, justement, du changement. Elles sont ces dernières années de plus en plus engagées dans les prises de décision, que ce soit au niveau politique ou économique. Elles sont de plus en plus nombreuses à se distinguer dans différents domaines et participer activement au développement du pays. Moussa Sreli, vous avez justement constaté ces progrès, tout d'abord en tant que femme, mais aussi parce que vous êtes une personne qui a toujours milité justement pour l'émancipation et l'autonomisation des femmes. Comment on peut définir aujourd'hui la femme marocaine, ou plutôt les femmes en général ici au Maroc, dans cette société? Quel regard vous portez aujourd'hui? Eh bien, écoutez, bien entendu, la situation des femmes a énormément changé. Depuis le début du règne de Sa Majesté, nous étions dans ce qu'on appelait les années zéro des droits des femmes, parce qu'il n'y avait pas de femmes, pratiquement pas de femmes au gouvernement, ni au Parlement. Enfin, il y avait 2 femmes au Parlement, il n'y avait pratiquement pas de femmes dans les conseils municipaux. Le code du statut personnel était particulièrement injuste, le code de la nationalité. On était vraiment dans une situation extrêmement négative. Et aujourd'hui, de très grandes réformes ont été réalisées, qui étaient même au cœur du rêve et du militantisme et de l'action de tout le mouvement féminin. La réforme majeure du Code de la famille, bien sûr, c'est une réforme tellement importante que le jour où elle a été annoncée, le 10 octobre 2003, a été par la suite proposée comme la journée nationale de la femme marocaine, parce que c'était vraiment un moment historique extrêmement fort. On parlait d'ailleurs de révolution culturelle. On parlait de révolution tranquille. On parlait de révolution tranquille parce que ce qui était le rêve, encore une fois, et disons l'objectif des associations féminines de l'époque a été réalisé dans la plus grande partie à travers cette réforme de 2004. Mais il y a aussi la réforme du Code de la famille, du Code de la nationalité qui a permis, en 2007, qui a permis de donner le droit aux femmes de transmettre leur nationalité. C'est vraiment très important. L'accès des femmes aux postes de responsabilité à travers la mise en œuvre de la liste nationale depuis 2002, mais par la suite, ça a évolué, ça a permis qu'aujourd'hui, nous avons 81 femmes à la Chambre des représentants. Bon, je voudrais quand même dire une chose sur la question des droits des femmes. Mais justement, qu'est-ce que la Moudawana a changé, justement?
Qu'est-ce qu'elle a changé Écoutez, aujourd'hui déjà dans la pour perception femme des gens, auparavant, on savait que les femmes, la société considérait que les femmes ne valaient rien. Parce qu'elles n'avaient pas de droits, parce que elles pouvaient être divorcées sur un simple craquement de doigts, elles étaient expulsées du domicile conjugal, elles n'avaient pas elles-mêmes accès au divorce, l'âge du mariage était de 15 ans et c'était même pas respecté, c'est-à-dire il y avait beaucoup disons, de transgressions à cette règle. Il y avait vraiment une situation qui était extrêmement négative. Et maintenant, ça a énormément changé. Puis ça a permis Dans aussi de la sceller réalité, l'égalité entre les époux aussi. C'est-à-dire aujourd'hui, disons, la réforme du Code de la famille a permis d'instaurer des rapports beaucoup plus équilibrés et plus équitables entre les hommes et les femmes. Mais bien entendu, aucun texte n'est parfait et chaque texte est susceptible d'être revu dans le sens d'améliorer des aspects qui ont été dans la pratique, qui ont montré que ce n'était pas ce qu'il fallait, c'est-à-dire qu'il fallait aller plus loin, qu'il fallait prendre des garde-fous, etc. Donc, il y a une évolutivité des lois. Mais je voudrais dire que dans la phase des 20 ans, on peut distinguer quand même deux parties. Jusqu'à la Constitution, qui a consacré l'égalité et la parité, c'était une phase où les droits des femmes allaient à une vitesse importante. Et c'était la vision de Sa Majesté le Roi. Et je donne une seule image pour symboliser cette période. Le gouvernement qui a été nommé en 2007, avec 7 femmes ministres. Pour la première fois, il y avait 5 femmes ministres à plein titre. Il y avait 7 femmes ministres qui étaient au premier rang de la photo du gouvernement et qui était une image extrêmement importante et positive pour les droits des femmes. Ensuite, c'était bien sûr les nominations dans les postes d'ambassadeurs, gouverneurs, ouali, partout où ça a été les femmes ont possible. véritablement pris la place qu'elles méritaient, si je puis dire. Excusez-moi, justement, je voulais dire, après la Constitution, justement du fait de la faible participation populaire aux élections, parce qu'il n'y a malheureusement qu'un quart des citoyens et citoyennes qui ont participé au vote, bien, les majorités qui ont été dégagées n'ont pas permis de continuer à la même vitesse. Et je donne comme symbole de la deuxième période, c'est le gouvernement où il y avait une seule femme. Juste après la nouvelle Constitution, c'était un choc pour les Marocains. Donc, je veux distinguer les choses parce que Sa Majesté le Roi garde la même ferveur pour ce qui est de la promotion des droits des femmes, et il l'a montré à travers des réformes majeures comme l'accès des femmes à la fonction de Doul, également la réforme du champ religieux, alors, la promotion des femmes si vous permettez, à tous les niveaux. Voilà, donc je voulais dire simplement qu'il y avait ce qui était du ressort de Sa Majesté dans lequel les choses ont fortement avancé, et dans d'autres choses où on a plus ou moins une insatisfaction. Il y a eu des progrès accomplis, on ne peut pas le nier, mais pas à la vitesse à laquelle nous étions. Alors, si vous le permettez, justement, je vais donner aussi la parole à ces messieurs. En quelques mots, quel regard aussi vous portez sur l'évolution de la femme et sa place au sein de la société marocaine? C'est très simple. Pour synthétiser, nous avons une rupture en 2004. L'ancien code de la famille, daté de 1958, était marqué par la tutelle et l'infantilisation de la femme vis-à-vis du père, du mari en général. Et puis, vous avez une rupture vers l'autonomisation. Effectivement, l'inscription dans la Constitution marque la tendance vers l'égalité des droits et des libertés. Mais la rupture fondamentale sur la nationalité, la transmission de la nationalité, comme l'a dit Mme Nouzaz Khalli, sur le divorce, la limitation à l'extrême des phénomènes de répudiation qui sont sous l'autorité du juge, comme le mariage des enfants mineurs, et l'élèvement du seuil à 18 ans du mariage pour les jeunes filles, c'est quelque chose de profondément réformateur par rapport à une société qui était, pour l'essentiel, aussi conservatrice sur certains éléments. Et il fallait faire bouger les lignes, donc il fallait aussi beaucoup de courage. Et de ce fait, vous avez aussi, comme Mme Nouzaz Khalli le sait très bien, la loi sur le harcèlement et sur la violence qui est faite aux femmes, qui est une loi aussi là, révolutionnaire, qui marque aussi si vous voulez, la position de la femme avec tout le respect qui lui est dévolu et toute la dignité auquel elle a le droit. Et ça, c'était quelque chose qui a été porté aussi, même si ce n'était pas dans le Code de la nationalité, ça a été porté par une loi ultérieure, c'est quand même quelque chose qui a été porté donc, par la vision de Sa Majesté. La femme, si vous voulez, c'est au-delà de sa position si vous voulez, au sein du foyer, comme l'a dit Madame la Ministre, c'est quand même un élément essentiel du développement humain.
Parce que derrière, il y a les enfants, un il y a des la moteurs stabilité justement familiale, de il y a aussi, changement, bien entendu. la réforme Et de la que ça- kafala. Il y a eu quand même, surtout Il y a toute le une champ symbolique, sociétal, bien entendu, une derrière réforme en justement profondeur cette qui ne vise réforme. pas simplement la femme, on en parlera aussi, mais qui Qui a des redonne répercussions. à la femme la dignité auquel elle a droit. Et souvent, elle était infantilisée et sous la tutelle. Et aujourd'hui, c'est une personne de plein droit, de pleine citoyenneté, égale à l'homme. Alors, il reste encore un travail à faire sur le plan du code du travail, sur le plan de l'aménagement du travail, mais ça aussi, on a le temps pour ça. Hakim Smamy, justement, vous avez aussi quelque chose à dire. Écoutez, on parle souvent de la femme et généralement on revient avec cette image de dire oui, mais c'est la mère, c'est la sœur. Mais non, la femme, c'est la femme. Elle peut être aussi la directrice, la PDG. Il faut arrêter avec cette image et je pense que c'est ce qu'a apporté cette réforme. On se retrouve aujourd'hui avec une femme, comme vous l'avez si bien dit, un être humain de plein droit, un être humain plein avec tout ce que l'on peut imaginer. En fait, c'est très naturel, c'est ça que vous voulez dire. C'est Évidemment, logique. il faut et arrêter naturel. de dire voilà, il y a la femme et puis l'homme. Mais non, c'est l'humain, point. Il faut arrêter cette image parce que pour moi, c'est encore plus réducteur pour la femme qui mérite complètement ses droits, tout simplement. À la même chose que l'homme. C'est naturel. Ben, en c'est fait, tout naturel. D'ailleurs, même dans le champ Évidemment. religieux. Aujourd'hui, vous avez des femmes qui sont adoul, Ah, vous des avez femmes aussi des femmes qui sont conseillères, le terme n'est pas imam, mais qui sont conseillères en islam. Et ça, c'est quelque chose de fondamentalement nouveau dans un pays où vous avez eu des siècles de statu quo. Je voulais juste rebondir sur ce que vous avez dit, monsieur le Fadel, je partage Je vous en avec vous l'idée sur la question du rôle de levier que jouent les femmes pour promouvoir la société, et notamment à travers l'accès des femmes dans les conseils municipaux. Vous savez, en 2009, il y a eu une autre petite révolution, mais très importante, c'est l'élection des femmes dans tous les conseils municipaux à travers le Maroc. Dans les 1540 communes, il y a eu des femmes élues dans le monde rural profond qui pouvaient enfin exprimer la voix disons, des familles, les besoins des familles, des enfants, des personnes en situation fragile, etc. Et donc, la participation, effectivement, des femmes constitue un véritable levier. Et je voudrais insister sur le leadership direct qu'a joué, le rôle très important qu'a joué Sa Majesté le Roi pendant ces réformes qu'il a suivies au jour le jour, la réforme du Code de la famille. C'était au quotidien. Moi, j'étais au Parlement en tant que chef de groupe parlementaire à ce moment-là. Et c'était au quotidien que Sa Majesté s'informait sur où nous en sommes, quels amendements sont proposés. C'est-à-dire il a veillé personnellement vraiment à ce que cette réforme... Une réforme qui vous tenait particulièrement à cœur. C'est là un point essentiel. C'est là un point essentiel, c'est qu'il ne fait pas que tracer la voie et de, si vous voulez, porter une vision. Il recadre, il impulse, il vérifie, il contrôle. Donc c'est ça qui permet aujourd'hui d'avoir les résultats que l'on a. C'est qu'effectivement, il est pleinement impliqué et engagé dans ces réformes sociétales, notamment celles qui visent à redonner à la femme sa pleine dignité. Hakim Smamy ? Je disais aussi, c'est tout l'art du résultat finalement, cette orientation vers les résultats. Ce n'est pas d'instaurer simplement une vision effectivement, mais d'en assurer le suivi pour pouvoir ressortir avec un impact réel et concret sur la société. Et c'est ce qu'on ressent à travers ces dernières années. On marque une courte pause. Reste avec nous. L'émission spéciale Fête du Trône dédiée aux évolutions sociales et sociétales au Maroc continue. À tout de suite. Bienvenue sur Medi 1 TV et dans cette émission spéciale Fête du Trône dédiée aux évolutions sociales et sociétales de ces 20 dernières années. Je rappelle qu'avec nous sur le plateau, Nouza Sreli, ancienne ministre du Développement social et présidente de l'association Awal Houriet, et puis Redouane Mfadel, ancien Marocain résident à l'étranger, chef d'entreprise et fondateur du think tank Societis, et Hakim Smamy, président fondateur de l'association Jeunes Leaders Marocains. Ouvrons à présent le chapitre Solidarité. Le roi Mohamed VI a toujours veillé à renforcer l'unité et la solidarité nationale. La création de la Fondation Mohamed V pour la solidarité en est la preuve, une fondation que le souverain préside en personne. Alors, je me tourne vers vous, Hakim Smamy. Quel est le rôle de ce levier social qui a prouvé son efficacité ? Le rôle, ça serait peu d'en parler très rapidement, parce que ça a joué un rôle fondamental dans le changement de la société marocaine.
notre perception et notre ressenti envers des populations défavorisées aussi a complètement changé grâce au travail de la Fondation Mohamed V. Différents projets, différentes actions, programmes qui ont été initiés par la Fondation. Je parle des actions, programmes, que ce soit préventives ou correctives. Les actions, programmes d'accompagnement qui sont assurées à des populations qui sont en situation de précarité, mais aussi des actions, programmes de qualification, de développement humain. Alors, toutes ces actions et tous ces programmes qui ont été initiés ont changé la vie de beaucoup de personnes qui aujourd'hui ont plus confiance en leur personne déjà. Et c'est ce qui leur permet une réinsertion sociale et socio-économique par la même occasion, j'allais dire dans de meilleures conditions. Nzasqali, l'inclusion des personnes en situation de handicap, autre cheval de bataille justement du roi Mohamed VI. Quelles sont les mesures phares, en quelques mots, qui ont été prises pour garantir justement la dignité et les droits fondamentaux des personnes justement en situation de handicap? Oui, effectivement, c'est une des causes pour lesquelles Sa Majesté le roi Mohamed VI a été fortement engagé depuis le début de son règne. Et parmi les mesures phares, j'ai le souvenir en 2009 de la ratification par le Maroc de la Convention internationale pour les droits des personnes en situation de handicap, dans lequel le mouvement associatif marocain avait participé à son élaboration et qui nécessite une approche globale pour la question des droits des personnes en situation de handicap. Donc il y a eu beaucoup de mesures qui ont été prises pour favoriser la visibilité disons, des personnes en situation de handicap, la visibilité de leurs problèmes, et également, disons, la prise en charge de leurs problèmes nécessite une approche transversale à travers de multiples ministères, l'éducation, la santé, bien sûr le ministère en charge des droits des personnes handicapées. Alors depuis ce temps-là, bon, il y a eu des efforts qui ont été faits dans le domaine de la scolarisation et de la prise en charge par le ministère même de la scolarisation des personnes en situation de handicap, parce que jusqu'à présent, c'était essentiellement fondé sur un partenariat entre l'État et entre la société civile. Également, sur le plan médical, il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits, disons avec par le des développement, centres notamment, par la qui ont été création de créés. centres d'insertion des personnes en situation de handicap dans le domaine de la protection sociale et de la protection médicale. Disons, l'ouverture du RAMED pour les personnes en situation de handicap, mais également au niveau de l'AMO, sachant que les personnes en situation de handicap peuvent garder l'AMO des parents de façon, disons, sans limite, du moment qu'ils sont en situation de handicap. Et il y a eu l'adoption de la loi cadre en 2015, qui a constitué également un pas important, mais qui nécessite bien sûr encore de faire des efforts. Donc nous sommes dans une dynamique positive en faveur de l'insertion économique et sociale des personnes en situation de handicap. Et je voudrais aussi dire que la situation de ces personnes constitue un des volets importants dans l'INDH. Parce que l'INDH, alors on y reviendra. Justement, je vous propose maintenant un arrêt sur une date historique. C'était celle du mercredi 18 mai 2005. Ce jour-là, le roi Mohamed VI adresse un discours à la nation dans lequel il trace les contours d'un nouveau projet de société pour une réelle inclusion des couches défavorisées. L'initiative nationale pour le développement humain voit le jour. Alors justement, Redouane Mfaddel, cette initiative est unique en son genre en Afrique. En quoi justement elle est singulière? Est-ce qu'on peut parler de modèle? On peut parler de modèle. D'ailleurs, ce modèle, il est repris, il a été salué par un certain nombre d'organismes internationaux qui en ont salué à la fois la démarche, l'organisation et les résultats. Et puis, c'est une démarche aujourd'hui qui s'exporte. On est sollicité par de nombreux pays africains pour donc accompagner la mise en place d'opérations et d'initiatives similaires. Alors, en gros, c'est quoi? C'est effectivement de penser autrement le développement humain via les infrastructures de base dans la première phase, c'est-à-dire adduction d'eau potable, les routes, les dispensaires, les écoles, l'électricité, donc à la fois en milieu urbain mais aussi en milieu rural, parce qu'il y a un problème d'enclavement et d'éloignement et de précarité également très forte dans certaines zones rurales au Maroc. Et puis dans la troisième phase aujourd'hui qui a été lancée par le souverain, il s'agit de promouvoir le développement humain via l'alphabétisation, notamment le préscolaire, via la formation continue, via l'enseignement. Et là aussi, l'idée, c'est de porter
l'amélioration du capital immatériel, des ressources humaines au Maroc pour porter le développement, la cohésion sociale, la lutte contre la précarité. Alors vous avez eu une première phase où il y a eu de mobiliser, je crois, près de 18 milliards de dirhams. Ensuite, sur cette phase qui est lancée aujourd'hui, donc 2019-2023, on parle de près de 18 milliards de dirhams. Au total, 28 milliards de dirhams. Ça, c'est les fonds alloués à l'INDH. Et en complément, vous avez effectivement l'engagement du privé, l'engagement des ministères qui travaillent aux côtés de l'INDH, parce qu'effectivement, vous avez une mission transversale avec un coordinateur. L'INDH a 14 ans déjà. En septembre 2018, elle est entrée dans sa 3e phase. Il s'agit d'une nouvelle approche qui repose à la fois sur l'économie sociale et solidaire, mais aussi sur l'entrepreneuriat social. Cela permettra véritablement d'accompagner les porteurs de projets à fort impact social, n'est-ce pas, Hakim Smamy? Sans aucun doute. Et d'ailleurs, l'INDH, elle a vraiment permis cette éclosion de l'entrepreneuriat social, mais aussi de l'économie sociale et solidaire. Et on le voit à travers la création de nombreuses, que ce soit les coopératives, les associations, etc., qui se sont créées depuis 2005. L'évolution est juste fulgurante. Et ce qui est intéressant, effectivement, comme le disait Sine Foudel avec cette 3e phase, c'est qu'on revient sur 2 objectifs principaux. On parle de la préservation de la dignité et l'amélioration des conditions de vie, mais aussi d'un 2e objectif qui est celui de bâtir l'avenir. On revient souvent sur ce terme quand on parle de jeunesse, quand on parle d'enfance, etc. L'avenir concerne tout le pays. Et les 4 programmes qui sont proposés, qui viennent concrétiser un peu ces objectifs-là, eh ben, ils vont tout simplement permettre de revenir sur ces infrastructures en essayant de rattraper un peu les déficits qui ont été connus dans la 1re et 2e phase par rapport aux infrastructures et les services sociaux de base. Et puis il y a aussi l'accompagnement des personnes qui sont en situation de précarité. Donc ça rejoint effectivement la continuité du travail de la Fondation Mohamed V. Donc c'est toute une continuité. Et puis sur les autres programmes qui sont l'amélioration des revenus, mais aussi de l'inclusion économique des jeunes. Et en rajoutant à cela, pour parler de l'enfance, eh bien, tout simplement le développement humain des générations montantes. Et on parle là des programmes de préscolaire et l'accompagnement de la jeune enfance. Parlons même des femmes enceintes dans les endroits les plus marginalisés. Nazaskali voulait ajouter quelque chose. Je voulais ajouter quelque chose parce que ce qui est important pour moi, en complément de ce qui a été dit par M. Mfadal et par M. Hakim Smamy, qu'il y a une notion de mobilisation sociale et de gouvernance exceptionnelle qui a été introduite par l'INDH, c'est-à-dire l'INDH a institutionnalisé, si on veut, l'approche participative avec les organisations de la société civile. C'est-à-dire le montage de la gouvernance de l'INDH, c'est que ce sont les acteurs locaux, les élus, les autorités locales et les acteurs associatifs qui, ensemble, identifient les problèmes et qui identifient les projets et qui font le suivi de la mise en œuvre des projets de l'INDH. C'est-à-dire que c'est une véritable rupture avec une gouvernance qui va d'en haut de Rabat vers disons, le territoire. Et l'objectif, bien sûr, étant de lutter contre les disparités. Et les résultats ont montré, disons, le grand succès disons, les communes qui ont été ciblées par l'INDH en matière de lutte contre la pauvreté ont connu vraiment un essor très, très important. Et aujourd'hui, on peut dire vraiment que l'INDH est un modèle de gouvernance en matière de gestion des projets sociaux. Et ça a remplacé l'approche bienfaisance par une approche développement. Et la mobilisation sociale est très importante. Et là, je peux rendre hommage à l'action qui est menée par Hakim Smamy dans le cadre de Jeunes Leaders Marocains, dans lequel justement il mobilise des jeunes leaders à travers tout le Maroc, des universitaires, pour mettre en place des projets à caractère social. Et vraiment, l'impact est très, très, très important. Adan Faddal. Comme le rappelait le Wali coordinateur de l'INDH, M. Dardouri, effectivement, le travail en collaboration avec la société civile et ces milliers d'associations qui sont au cœur des quartiers des douars et des zones rurales notamment, ça permet une approche beaucoup plus inclusive et beaucoup plus participative avec des résultats qui sont donc plus probants. Parce que quand vous impliquez les populations sur les projets, sur la réflexion, sur la mise en place des projets, forcément ils y adhèrent plus et forcément vous avez en termes de génération de résultats des choses beaucoup plus efficaces et beaucoup plus pérennes et durables. Et c'est ça l'axe de la 3e phase de l'INDH, c'est de porter la durabilité et la pérennité des projets au cœur des besoins, au cœur des zones où on a le plus besoin, au cœur des zones où on est le plus en précarité, en fragilité.
Donc vous avez la jeunesse, vous avez les personnes en situation de handicap, vous avez les mères seules ou célibataires ou élevant seules des enfants. Il y en a des milliers au Maroc. Vous avez des populations en zone rurale qui vivent l'enclavement et l'isolement. Et là, vous avez donc, en coordination aussi avec la Fondation Mohamed V, un travail qui est fait sur le terrain pour à la fois... Donc on peut dire que l'INDH est un chantier de règne. C'est un chantier de règne et on en voit tout de suite les résultats. Et bien entendu, la troisième phase apportera davantage de résultats parce qu'elle se fait de manière beaucoup plus équilibrée, de manière beaucoup plus participative. Au départ, c'était l'initiation, la mise en place. Aujourd'hui, c'est la consolidation. Alors on ne peut parler bien sûr de développement sans parler aussi des Marocains du monde. Depuis son accession au trône, le roi Mohamed VI a toujours accordé une attention particulière justement à la communauté marocaine résidant à l'étranger. Quand on parle des Marocains du monde, on parle d'une population évaluée à près de 5 millions de personnes, soit près de 14% de la population totale du pays. Et ils sont nombreux ces dernières années avoir fait le choix de venir vivre dans leur pays d'origine. Si certains ont étudié à l'étranger, puis sont revenus au Maroc, d'autres sont nés ailleurs et ont fait un retour aux sources et se sont installés dans le pays qui a vu naître leurs parents. L'attachement de nos concitoyens à la mère patrie n'est plus à démontrer. Redouane Faddel, vous êtes justement un ancien Marocain du monde, vous avez fait le choix justement de vous installer au Maroc. Comment s'est fait ce choix? Est-ce que finalement l'appel au retour aux sources, si je puis dire, a été le plus fort? Je voudrais dire tout d'abord que les Marocains, qu'ils soient de retour dans leur pays ou à l'étranger, peuvent contribuer à l'essor, au développement et à l'amélioration de l'image de leur pays de différentes manières. Et la communauté marocaine à l'étranger n'est pas uniforme, elle est multiple, hétérogène. Et vous avez à la fois ceux qui vont faire des études, la première génération qui a été pour travailler, vous avez aussi tous ces cerveaux qui partent pour quelques années se former, travailler et qui vont revenir par la suite. Donc on ne peut pas parler d'une communauté homogène. Et c'est ce qui fait sa richesse et sa diversité. Bon, pour moi, le retour, il a été assez simple. J'avais un frère qui effectivement travaillait au Maroc, qui m'a proposé de rentrer parce qu'effectivement, il y avait un vent nouveau au Maroc. Il y avait là aussi un enthousiasme à l'avènement de Sa Majesté. Vous auriez pu penser qu'un jour, vous alliez venir justement vous installer Non, ce n'était pas en ici. projet. C'est pour ça qu'effectivement, si vous voulez, quand on est Marocain, on le reste éternellement. Et puis après, à un moment donné, on sert son pays différemment, en rentrant ou en restant par l'intermédiaire de la recherche, du développement ou en se comportant comme un vrai Marocain, tolérant, ouvert, en pratiquant l'islam du juste milieu. Donc il y a différents moyens d'être Marocain aussi. La communauté juive, d'ailleurs, qui vit à l'étranger, est profondément marocaine et n'oublie pas son attachement au Maroc. Donc, si vous voulez, la manière d'être Marocain, elle est multiple, elle est multidimensionnelle. Mais le Maroc d'aujourd'hui, parce que forcément, il faut parler du climat dans lequel nous sommes aujourd'hui, vous a justement incité, vous a permis aussi de vous dire oui, j'ai envie de m'installer dans ce pays. C'est évident que depuis l'avènement du règne de Sa Majesté Mohamed VI, il y a un Maroc différent. Il y a un Maroc plus transparent, il y a au niveau des simplifications administratives, il y a au niveau de la gestion consulaire. Vous savez que Sa Majesté a fait plusieurs visites dans les consulats, dans les pays européens. C'est quelque chose qui touche les Marocains parce qu'ils ressentent la dignité et la confiance qui est portée par Sa Majesté à leur endroit. Et ça aussi, ça permet à la société d'évoluer. Quand Sa Majesté donne ses instructions pour qu'au niveau des douanes, au niveau des services d'impôts, au niveau des conservations foncières, on traite les Marocains de l'étranger dignement. C'est quelque chose qui rejaillit sur l'ensemble de la société et qui renvoie aux Marocains du monde l'image qu'ils sont pleinement marocains. Et les Marocains du monde, notamment les 2e, 3e génération, 4e génération, avaient besoin d'un message d'amour et de confiance. Et Sa Majesté ne faillit pas à cet endroit-là et est constamment à leur écoute. Et on le voit, les messages et les gestes d'amour quand il voyage à l'étranger, on voit qu'effectivement, cet amour, cette déférence à l'endroit de Sa Majesté n'attend pas, si vous voulez, de rétribution, n'attend pas de geste. C'est spontané. Nzasqali s'est inscrit justement dans la Constitution et le souverain l'a réaffirmé. Les Marocains résidant à l'étranger jouissent des droits de pleine citoyenneté. Donc cela confirme la volonté justement du souverain de permettre aux Marocains du monde de s'impliquer le plus largement possible justement à l'édification de ce nouveau Maroc.
Je veux dire qu'effectivement, la diaspora marocaine, qui est très importante, s'est beaucoup diversifiée par rapport à peut-être il y a 30 ans. Maintenant, auparavant, c'était surtout on disait les travailleurs marocains à l'étranger. Puis maintenant, c'est les Marocains du monde. C'est-à-dire, c'est toute une communauté qui n'est pas constituée que de travailleurs, disons, de la première génération, mais qui est constituée, par exemple, 7000 médecins sont aujourd'hui actifs à l'OCDE. Il y a dans le domaine, les Marocains du monde brillent dans tous les domaines technologiques, artistiques, politiques, économiques. Et le Maroc, disons, fait de son mieux pour pouvoir faire que les Marocains du monde puissent également servir leur pays tout en étant à l'étranger. Donc il y a beaucoup d'initiatives d'échange, disons, de mobilisation des compétences du monde. Et Sa Majesté joue un rôle important à travers l'Académie des sciences et de la culture, par exemple, des sciences et de la technologie, dans laquelle il mobilise des grandes compétences du monde. Sur le plan artistique, à travers l'accueil, disons, des personnalités qui ont brillé dans les domaines artistiques, économiques, etc. Alors, bien sûr, cette communauté, elle est marocaine à part entière et elle doit jouir de l'ensemble de ses droits civils et dans tous les domaines. Et bien sûr, ça fait référence à la question du droit de vote des Marocains du monde, qui puissent voter dans leur pays et pas simplement par correspondance. Et là, c'est un point... Et le droit d'être éligible aussi. Et le droit aussi d'être éligible, malgré les orientations qui ont été, disons, exprimées à de multiples reprises par Sa Majesté le Roi. Jusqu'à présent, on n'a pas réussi, la classe politique n'a pas réussi réellement à trouver, disons, une formule qui permettent à ces Marocains du monde qui ont pleinement le droit de participer par la pleine citoyenneté. Mais il y a d'autres modes d'expression de cette citoyenneté, et notamment la mobilisation citoyenne à travers la société civile. Je voudrais que l'on parle justement des institutions qui ont été mises en place ces dernières années, les fondations Mohamed V, la fondation Hassan II, le CCME, le Conseil de la communauté marocaine à l'étranger. L'objectif, bien entendu, de ces entités étant d'accompagner les Marocains du monde dans leur pays d'origine et leur pays d'accueil. Les résultats sont d'ailleurs palpables, il faut le dire, on le voit à plusieurs niveaux, avec une amélioration des conditions d'accueil, avec notamment l'opération Marhaba, justement, qui accompagne les Marocains du monde lors de leur trajet au Maroc et à l'arrivée. Donc justement, Hakim Smamy, ce genre de dispositif est marqué par des valeurs essentielles, des valeurs de solidarité, de partage et de mobilisation. Ben, évidemment, ce sont des valeurs du Marocain. Qu'il soit un Marocain du monde ou un Marocain du Maroc, ben, ça reste un Marocain et ces valeurs sont bien en place, bien, j'allais dire, développées chez tout un chacun ici dans le Maroc, mais aussi à l'étranger. Et les Marocains du monde participent au développement du pays d'une manière ou d'une autre, parce que lorsqu'on ramène ne serait-ce qu'une petite idée d'un petit projet, et je dis bien un petit, j'insiste sur le terme, un petit projet qui va être développé dans une région X ou Y permettra l'évolution et la révolution de la façon avec laquelle on voit les choses, la façon avec laquelle on réfléchit, et c'est ce qui permet l'évolution et le développement de ces régions-là. Je pense que le fait de donner l'opportunité aux Marocains du monde de revenir, de venir, quand ils sont natifs, de venir au pays et de développer ce genre de choses est une opportunité extraordinaire et c'est une aventure qu'on vit bien. Et la preuve, je pense qu'elle est juste sur le plateau en image. Je voudrais juste resituer l'enjeu de cette communauté. D'abord, c'est 130 milliards de dirhams de dépôt. C'est 60 milliards de transferts chaque année. C'est une communauté de 5 millions de personnes, pour l'essentiel, à 70% qui a moins de 45 ans. Et dans les études sociodémographiques qui sont faites, en termes d'âge, de niveau de diplôme et de qualification, de statut professionnel, on se rend compte qu'il y a une élévation générale du niveau d'éducation et que vous avez là, au niveau du soft power, au niveau du nombre de milliers d'élus qui sont d'origine marocaine, un outil important pour véhiculer une image moderne du Maroc, mais pour servir aussi le Maroc de différentes manières. On a aussi des constantes, on a des enjeux qui sont liés notamment à notre intégrité territoriale, on a des enjeux qui sont liés aussi à cet islam du juste milieu. C'est une communauté qui est extrêmement importante et qui peut apporter beaucoup au Maroc, pas simplement en termes de transfert, mais aussi en termes de compétences. En termes de compétences, en termes d'élévation du niveau général de développement industriel technologique du Maroc. On sait que nous sommes inscrits dans une démarche qui est
d'industrialiser le Maroc, de tendre vers cette économie du savoir, de la connaissance, qui sera l'enjeu de demain. Et les Marocains du monde peuvent jouer un rôle très important de ce côté-là. Alors, il nous reste malheureusement très peu de temps. Juste rapidement. Les Marocaines et les Marocains du monde jouent un rôle très important pour l'identité plurielle des Marocains. Aujourd'hui, on est fiers d'avoir des Marocaines et des Marocains qui parlent allemand, qui parlent hollandais, qui parlent japonais, qui parlent chinois, qui parlent toutes les langues du monde. Et c'est une grande richesse pour notre pays qu'on doit préserver. Alors, Madame Skreli, il nous reste très peu de temps et je voudrais justement que l'on parle du sujet de la jeunesse. Le 20 août 2018, le roi Mohamed VI a placé cette frange de la population au cœur de son discours. Le souverain avait alors appelé à une réflexion sérieuse et responsable sur le gaspillage du potentiel des jeunes. Le roi Mohamed VI avait alors déploré, je cite, « lorsqu'un grand nombre de jeunes, notamment parmi les hauts diplômés des branches scientifiques et techniques, pensent émigrer, ils ne sont pas uniquement motivés par les incitations alléchantes de la vie à l'étranger. Ces jeunes envisagent cette éventualité aussi parce qu'ils manquent dans leur propre pays d'un climat et de conditions favorables à la vie active, à la promotion professionnelle, à l'innovation et à la recherche scientifique. » Fin de citation. Reden Faddel, c'était un discours très fort du chef de l'État. Une série de mesures en faveur de l'emploi et de la formation des jeunes avait alors été annoncée. Oui, il a parlé d'un jeune sur 4 qui était sans emploi. On peut dire aussi, un certain nombre d'études de la Banque mondiale le reconnaissent, qu'il y a un jeune sur 2 au Maroc qui est ni à l'école ni au travail. Donc c'est une problématique qui est importante, sachant qu'on est un pays globalement très jeune. Et c'est à mettre aussi en relation avec l'interrogation du souverain sur le modèle de développement au Maroc, qui doit être plus inclusif, plus créateur de croissance économique, plus redistributif, plus participatif. Et là, effectivement, nous avons le volet qui est d'ailleurs assez proche du volet de la 3e phase de l'INDH, qui est de remettre au cœur du développement et de la lutte contre la précarité et la pauvreté la formation continue, donc proposer des formations qui soient plus adaptées au monde de l'entreprise, essayer aussi de créer des cités des métiers qui vont donc remettre au premier plan les formations de base, qui sont des formations techniques, essayer d'identifier avant le baccalauréat, plusieurs années avant, des filières professionnelles, comme ça existe en France, la formation continue, les formations qualifiantes. Et en fonction aussi des particularités de la région. Des régions, exactement, adaptées au tissu économique des régions. On sait que les besoins sur la zone de Tanger ne sont pas les besoins sur Casa et Marrakech, parce qu'il y a des spécificités économiques, il y a des tissus économiques qui sont différents. Et je pense que c'est ça aussi là-bas, c'est de repartir au cœur des besoins pour identifier les méthodologies, pour créer à la fois les emplois qui soient adaptés aux formations et essayer de remettre les jeunes dans le circuit. Ça aussi, c'est important parce que quand on avait les jeunes qui étaient déscolarisés, ils ne pouvaient pas re-rentrer dans le circuit comme ça se faisait, et ça se fait très bien en France aussi, ces passerelles par lesquelles on peut réintégrer des formations secondaires ou des formations diplômantes qui ne sont pas forcément les formations que l'on connaît type baccalauréat, mais qui peuvent être des formations qualifiantes. C'est ce qu'on connaît en France ou en Allemagne, les CAP, les BEP, dans les domaines du bâtiment, de l'électricité, dans les domaines de l'artisanat, etc., qui sont aussi des métiers valorisants et à valoriser. Hakim Smami, avec l'adoption de la Constitution de 2011, les jeunes justement ont vu leur statut mieux reconnu. La loi fondamentale a en particulier mis l'accent sur la nécessité de mettre en place des politiques à même de favoriser justement l'implication des jeunes dans tous les chantiers. Alors que pensez-vous justement de la participation de la jeunesse marocaine dans l'édification de ce Maroc aujourd'hui? Écoutez, le discours du 20 août 2018 était exceptionnel. C'était un très, très, très fort message. Vous vous en souvenez, justement. Oui, qu'est-ce que vous avez ressenti, justement, en tant que jeune? Vous savez, le fait que Sa Majesté nous dise « Nous voici donc entrés dans une nouvelle révolution », en faisant référence aux jeunes, et qu'il revienne dire « À ce jeune, nous devons donner espoir et confiance en son avenir », c'est dire qu'il y a toute une réforme à faire et que c'est ce qui commence à se faire. Vous avez parlé, Simfoudel, de l'industrialisation du Maroc et aujourd'hui, on commence à ressentir ces résultats parce qu'il y a un impact énorme sur l'employabilité des jeunes et que ça commence à se développer, à s'améliorer et on devient aussi, comme à l'image de l'INDH, un modèle à exporter vers d'autres pays qui commencent à s'imprégner de ce que nous faisons au Maroc. Je pense que les jeunes commencent petit à petit à prendre effectivement cette place qu'ils souhaitent depuis très longtemps. Ils se sentent aujourd'hui acteurs, concrètement, de ce changement. Est-ce qu'ils se sentent acteurs aujourd'hui? Plus ou moins, parce qu'il y a encore du chemin à faire.
La jeune génération vous inspire. On peut donner un exemple tout récent, c'est cet incroyable élan, cet engouement des jeunes pour le service militaire. Quelles sont justement les leçons que l'on pourrait tirer de cette adhésion citoyenne des jeunes ? Bien justement, d'abord, je voulais dire que la question des jeunes, effectivement, est un sujet central dans les discours de Sa Majesté le Roi. Ça revient toujours de façon très importante, la préoccupation à l'égard des jeunes. Je voudrais dire aussi que les jeunes, c'est des filles et des garçons. Il ne faut jamais l'oublier parce que c'est 50-50. Et ensuite, je voudrais dire que les Marocains et les Marocaines sont extrêmement citoyens, sont extrêmement attachés à leur pays et ont une très très forte envie, ce qui les rend parfois même, disons, débordants même parfois d'esprit critique, etc., parce qu'ils ont envie de s'inscrire dans le progrès de notre pays. Et la tâche nous revient en tant que politique et en tant qu'acteur public d'une façon générale de favoriser justement cette adhésion et cette participation des jeunes. C'est une richesse, c'est une force que nous avons dans notre pays et qu'on doit utiliser. Et la question de l'éducation, c'est une question clé, vous l'avez dit, et vous avez raison. On doit former des jeunes aux nouvelles technologies, on doit les former avec des compétences linguistiques qui sont indispensables. Aujourd'hui, un jeune qui n'a pas de langue étrangère, il se sent exclu, il se sent marginalisé, il sent qu'il ne peut pas s'intégrer dans le progrès qui est marocain, mais qui est aussi au niveau international, c'est-à-dire voyons ça de manière plus globale. Il y a la question de la culture, de l'art et de la culture. Ça aussi, c'est un besoin aussi vital que les besoins et justement, ça fera l'objet d'une autre émission spéciale. Il y aura peut-être une autre émission, mais je voudrais saluer tout le mouvement disons, culturel qu'il y a dans notre pays, les festivals, la musique, le théâtre, le cinéma. Dans un climat de liberté, toujours ça tend à se développer et c'est un sujet de fierté pour notre pays. Cette émission touche à sa fin. Merci Shemza Sqalli, merci Redouane Faddel et merci Hakim Smami d'avoir répondu favorablement à notre invitation et d'avoir bien sûr enrichi cette discussion. Merci. Et merci à vous, chers téléspectateurs de Média 1 TV, pour votre fidélité. Restez avec nous, la programmation spéciale Fête du Trône se poursuit sur notre antenne. Portez-vous bien.